Ok. Alors. Les focus. Ça, normalement, c'est 24 novembre, à peu près. Bristol, 1305. Ça, 17 novembre. Ok. Overboss. 24 novembre aussi, à voir. Octobre, novembre. On regarde. Auricalc. Ça, c'est le 7. Mais c'est aujourd'hui, Alex. Ah. Allez. Fog of Love. Ah, Fog of Love, 10 novembre. Nickel. Oh. Antinomique. Ça, ce sera en début janvier. Nickel. Les griffons fond. Ça, les griffons fond, c'est 4 novembre. Super. Hop Ensuite, là, hiérarchie. hiérarchie, ce sera début décembre. Ok. Tatsu. Ah, Tatsu, 21 octobre. Nickel. Wingspan Asie. Wingspan Asie, c'est le 14 octobre. Nickel. Alors, le planning peut changer en fonction de si les éditeurs... Attends. Il est où Antoine? Bonsoir, bonjour, bonne joueuse, bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Alice. Salut. J'espère que vous allez bien. Petites informations comme d'habitude en début de vidéo du vendredi. La première information, c'est qu'il y a un focus sur Auricalc, un jeu de Bruno Catala et de Johan Goupy, auquel on a joué, qu'on a beaucoup aimé. Du coup, petit focus offert évidemment, il sort dans pas trop longtemps. 21 octobre normalement. Super. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Oui, on a reçu un superbe, alors j'allais dire catalogue, non, une sélection ludique qu'on reçoit tous les ans, qui est présentée sous forme de catalogue, c'est pour ça qu'on appelle ça un catalogue, avec à chaque fois à l'intérieur, un joli petit sommaire avec plein de jeux intéressants qui viennent, pour vous donner des petites idées. Oh, il y a plein d'infos. Il y a beaucoup d'infos, évidemment, des petites idées pour Noël éventuellement, ça peut être intéressant, ou des anniversaires qui viennent proches, là, de fin d'année. À chaque fois, au dos, alors pas au dos tout de suite, mais à la fin, on peut retrouver toutes les boutiques qui font partie de ce qu'on appelle le GBL, c'est-à-dire le groupement des boutiques ludiques. Donc vous les avez toutes répertoriées ici. À la fin, hop, ça c'est pour nous. C'est pas magnifique. Tous les catalogues n'ont pas ça évidemment, mais chaque catalogue a évidemment ses petites coordonnées ici. Et à chaque fois au devant, on retrouve de magnifiques illustrations. Ici, celle de Maxime Morin. Maxime Morin qui a fait, en termes d'illustration, Petit Peuple, Codex. Next Station London. Yes. Quelqu'un qui a du talent au final, parce que c'est des choses qui sont très différentes, je trouve, en termes de style. En tout cas, Next Station et Petit Peuple. Ouais, rien à voir, et parfaitement magnifique esthétiquement parlant. Tout à fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ben oui, qu'est-ce qu'on a tourné cette semaine? On a tourné la vidéo des 5000 abonnés, on vous a fait une petite FAQ. Et ça fait très plaisir de l'avoir tournée. Elle n'est pas encore montée, elle va arriver courant octobre. On préfère vous dire courant octobre au cas où, parce qu'il faut qu'on ait le temps de la monter, mais on va prendre plaisir à la monter. C'est très très cool à faire en tout cas. On a hâte que vous la voyez. Et on va commencer les nouveautés. Eh bien oui, allez, on y va. On commence avec 3000 truands. Pourquoi 3000 truands? Je vais vous le dire à la fin. Un peu de suspense, toujours très cool. Ici, alors 3000 truands, c'est un jeu de Korey Konieczka. Ok. J'ai pas d'illustration. Je sais pas qui est illustrateur, mais en tout cas, je trouve l'illustration plus très jolie. Peut-être qu'au dos de la boîte, on le verra. 3000 truands, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un jeu. C'est pour combien de joueurs? Alors c'est pour 2 à 4 joueurs, c'est vrai, pardon, je l'ai pas précisé, et c'est pas du tout coopératif. Un jeu qui s'appelle 3000 truands, non, ça va pas être coopératif. C'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans, effectivement, pour des parties d'environ 1h30, 1h30 on va dire. Ça va dépendre du nombre de joueurs, mais c'est essentiellement 1h30. Ce qui va se passer dans 3000 truands, on va essayer en gros, donc thématiquement c'est très cool, vous êtes dans le Far West, il y a un voyageur, un visiteur du futur qui est passé par là et qui a laissé des objets d'un autre temps. Et donc nous, en fait, en tant que truands, on va essayer de les récupérer dans des coffres. C'est ça qui vous fera entre autres des points de victoire, mais aussi votre réputation en tant que truand. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors du coup, vous allez avoir à chaque tour, le premier joueur va commencer à chaque fois à miser des cartes. Pardon. Donc je te renvoie ici au plateau joueur. Donc chaque joueur va avoir ce plateau-là. Et en dessous de celui-ci, vous voyez, il y a des emplacements de cartes. Et en fait, chaque joueur va avoir des cartes de poker en main. Donc il va en avoir 6, de l'As jusqu'au 6. Et chacune des 5 premières actions, en tout cas, sont indiquées sur votre plateau. Il y en a qui permettront justement de jeter des coups d'œil au coffre, et ça c'est intéressant justement pour une part de bluff et d'indices ou de faux indices à donner aux adversaires. Des moyens de gagner de l'argent, et notamment des moyens de voler les coffres, c'est ça qui vous fait des points de victoire. À chaque tour du coup il y aura une phase de mise, mais ce qu'on peut faire c'est bluffer. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai une carte en main, je peux très bien utiliser mon As, et je vais la poser face cachée sur le 3, parce que j'ai envie de faire le pouvoir du 3. Et donc du coup c'est là où les joueurs, même un peu plus tard dans mon tour, pourront dire bah t'as pas encore révélé cette carte, mais je pense pas que ce soit un 3 en fait. T'as fait le 3, mais à mon avis, t'as pas joué un 3.
Et en fonction, si jamais on va dire que si jamais j'ai bien bluffé, je me fais avoir, je perds de la réputation. Si jamais du coup c'était la bonne carte, et du coup qu'on m'a accusé à tort, eux ils perdront de la réputation. Et moi en revanche, je vais en gagner. Ce qui va se passer du coup dans ce jeu, c'est que lors des mises et de bluff, on va activer des actions, mais on va aussi activer des actions de truands qu'on aura recrutés. Et c'est là le petit twist très cool du jeu, c'est qu'en fait vos truands, vous aurez un paquet de cartes en fait qui va être formé de d'abord des cartes vertes, hop, puis des cartes violettes, puis des cartes noires, et ça va monter comme ça crescendo. Et vous allez voir en fait que vos cartes de base, elles seront constituées uniquement de rien du tout. Si, une sleeve. Voilà, c'est ça. Hop. Et c'est fourni. Exactement. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on aura ce genre de personnage et on va pouvoir en fait à chaque fois acheter une paire en fait de cartes avec des cartes transparentes pour qu'on ait à chaque fois un titre. Donc là, par exemple, c'est le cuistot et un prudent ici. Ce qui fait que si j'achète les deux, je vais pouvoir combiner et faire du coup un cuistot, un prudent. Et celui-ci, du coup, va me donner des effets particuliers. Donc là, ce sera un effet lors du recrutement. Mais il y a plein de possibilités en fait de combinaison, d'où le nom 3000 truands. Donc là, en fait, on va avoir à chaque fois des activations propres aux différentes cartes, ou du moins aux différents emplacements de valeurs que vous aurez fait. Et à chaque fois, ça va avoir des combinaisons très rigolotes, notamment celle-ci qui est très très cool. Adjoint du shérif généreux, c'est sympa. Un chasseur de trésors charmant, on peut en croiser effectivement. Et notamment le meilleur, le prisonnier drôle. C'est qui a fait ces associations? Je ne sais pas. Saurais-tu qui a fait ces associations, Alice? C'est quelqu'un de très drôle. Oui, je pense aussi. C'est moi. Du coup, on va enchaîner plusieurs tours comme ça. On va en faire en tout 4. Une fois qu'on a fait 4 tours, en fait, c'est la fin de la journée. Et puis après, on réinitialise un peu le plateau. Notamment, on change de carte. Et ensuite, on va refaire 4 tours. Donc en tout, on aura fait 8 tours. Et à la fin, celui qui aura le plus de points l'emporte. Les points, ça va être lié au coffre que vous aurez récupéré et aux jetons que les joueurs et vous aurez posé dessus. S'ils sont de même valeur que la valeur du coffre, c'est plus intéressant. Et vous aurez des points également par rapport à la réputation. Qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? Rien, si ce n'est que du coup c'est un jeu du coup de bluff, un peu de stratégie et surtout de combinaison de stratégie. On retrouve cet effet qu'on avait dans Mystic Veil, où on va essayer de combiner des cartes à la perfection pour que ça combatte à la fois avec les effets mais aussi avec les effets de base qu'on a sur le plateau. Les premières boîtes que vous achetez seront accompagnées de petits jetons comme ceci de poker qui vont remplacer d'autres jetons qu'on voit ici, qui sont des petits jetons en carton en fait qui représentent notamment les accusations de bluff. Voilà. Stylé. Pour 3000 truands. Et je laisse la main à Antoine. Hello, hello, hello. Salut à tous. Hop là, j'ai pas mis mon micro. Hop là, c'est pas bien. Je suis en train de regarder justement la sélection des boutiques ludiques. Un truc que vous avez oublié de dire, c'est dommage. Sur la dernière page, il y a les boutiques comme ça qu'on peut retrouver. Et il y a un mini-jeu. Si on les relie tous ensemble, ça fait un dessin. Non, c'est pas vrai du tout. J'invente, je dis n'importe quoi. Il y a des jeux très cool. Il y a Raise. Je sais pas si vous connaissez. Non, c'est. Bah, c'est quoi ça? C'est par là. Oh! Raise, t'as vu les transitions de dingue? Raise, c'est un jeu d'ambiance familiale par Peter Prince qui a fait entre autres le jeu de cartes Thèbes. Voilà, la petite info qui va bien. Un jeu donc à partir de 10 ans pour 2 à 5 personnes et pour des parties d'environ une demi-heure. C'est un jeu avec des cartes, c'est un jeu avec des dés. Des couleurs. Avec des couleurs. On va en parler des couleurs d'ailleurs. Et c'est un jeu qui va se jouer en un certain nombre de manches, ça va dépendre du nombre de joueurs. À chaque manche, on va gagner une carte comme ceci. Donc jusqu'à qu'on ait fait toutes les cartes, ces cartes elles vont vous rapporter des points. Donc par exemple, à la première manche, vous pouvez gagner une carte qui lui rapportera 8 points. Donc il y aura une seule personne qui va la gagner cette carte. Mais il y a des cartes qui valent plus ou moins de points. Donc on se rend compte que la 20 elle est plutôt intéressante. Donc par exemple, pour cette première manche, ce sera la carte 8 points qui sera en jeu. Okay. On va choisir sa couleur. Il précise bien dans les règles, choisir sa couleur. Alors évidemment, ça nous a fait ricaner parce que c'est un jeu à l'allemande. Et donc, les couleurs dans les jeux à l'allemande, ce ne sont pas les mêmes couleurs que dans les jeux à la française. Nous avons le choix entre le noir, le blanc, le marron, il y a également le gris que je n'ai pas sorti, et le couleur bois naturel. Waouh! Ça en met plein les mirettes. Alors, je plaisante parce qu'en vrai, sur les dés, il y a plein de couleurs, les cartes sont colorées. En fait, c'est surtout une histoire de lecture, de lisibilité. Et pour le coup, il faut avouer que c'est bien pensé. On va donc choisir sa couleur. Donc moi, admettons, je choisis le noir. Eh bien, je vais me saisir du paquet de cartes noires. Hop là. Paquet de cartes. Donc il va avoir une répartition de symboles, hop là, donc des engrenages, il y a quoi, des sabliers, des diamants, etc., qui est la même dans chacun des paquets de cartes. Ce qui signifie que c'est un jeu où vous allez pouvoir un peu compter les cartes jouées par les autres joueurs. Il y a vraiment un côté mathématique. On est vraiment dans les jeux d'ambiance à l'allemande, à savoir, c'est un vrai jeu d'ambiance, vraiment familial. Franchement, il est bien bossé, c'est original. Et à côté de ça, il y a moyen de le prendre très au sérieux, très brainy, très calculatoire. Donc je me saisis de mon paquet de cartes, tout le monde va faire la même chose. Et à chaque manche, on va jeter les dés. Hop là. Ces dés, on va les répartir. Vous voyez ici, on a des petits symboles. En fait, c'est des multiplicateurs. Donc par exemple, ici, on voit que ça multipliera la valeur des cartes par 2 pour les diamants, par 4, puisqu'on a le symbole plus les dés, pour le petit sablier. Ici, les cloches, c'est sympa.
vite fait, l'engrenage c'est pareil, et puis il y a un dé qui sert à rien. Donc là, si vous avez plein de petits nuages dans votre main, vous êtes un peu marron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop là on a 6 cartes en main. On regarde un petit peu ce qu'on a. Bon, j'ai qu'un nuage, donc c'est pas bien grave. Par contre, j'ai 2 sabliers, donc ça c'est pas mal, parce que ça va faire des multiplicateurs de points. On choisit tous une carte, hop là, face cachée. 1, 2, 3, on révèle tous en même temps, et donc on va multiplier la valeur de notre carte par son icône, donc de la manche en cours. Donc là, c'est bien parce que ça me rapporte 12 points pour cette manche. Alors c'est pas des points de victoire, en fait c'est des points qui vont me faire progresser sur cette piste ici. Et donc les autres joueurs vont faire de même. Hop, hop, hop. Le joueur qui est en tout dernier, on va dire là que par exemple c'est le joueur blanc, va parler en premier, va dire ok mais moi je passe, j'ai rien dans ma main, tant pis, je veux pas vous lâcher des cartes. Vous allez voir que lâcher des cartes ça peut être dangereux. Ou alors ce joueur dit bah non mais moi je relance, et donc on va continuer à jouer des cartes, et donc 1, 2, 3, on joue une nouvelle carte, ainsi de suite, on va progresser ici sur ce plateau. Alors 2 cas de figure, soit on a joué toutes les cartes et il y a quelqu'un qui est plus loin que les autres sur le plateau, cette personne va gagner la manche, soit tout le monde a abandonné et cette personne va gagner la manche aussi. Cette personne qui a gagné la manche, elle va gagner la fameuse carte de manche dont il est question depuis le début, hop là. Mais cette personne va aussi gagner toutes les cartes qui ont été jouées durant la manche par les autres joueurs. Et on voit que ces cartes, elles rapportent des points également. Alors ça peut être des 1 point, c'est souvent des 1 point, mais ça peut être des points un peu plus gros. On voit par exemple ce magnifique 6, qui peut être un excellent multiplicateur. Il est très intéressant, mais faire attention à ne pas le donner à vos adversaires parce que ça peut faire beaucoup de points. Donc il y a vraiment ce côté prise de risque à la poker, stop ou encore, et puis un petit peu bluff aussi, parce que, admettons, j'avais qu'un seul sablier. J'aurais pu jouer directement un gros sablier, et puis admettons c'est un seul gros sablier, je le joue, puis je prends un air sûr de moi comme ça. Les autres joueurs ils vont se dire ah mince, il a l'air d'avoir des sabliers quand même, et ils peuvent être amenés à abandonner, et moi je peux les amener à être abandonnés alors que en fait j'ai rien quoi. Alors il ne faut pas les faire abandonner de suite, parce qu'évidemment le but c'est quand même de leur faire cracher des cartes avant. Donc il y a vraiment tout un côté un peu psychologique, bluff, et ça marche donc très très bien ce petit Raise de Peter Prince. Nickel. Hey coucou, c'est moi enfin devant la caméra pour vous présenter des nouveautés, moi aussi, et oui, je travaille ici aussi, je présente aussi des nouveautés. Voici Madagascar. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de lémur et de figues de barbarie qui poussent apparemment plutôt à Madagascar, je ne le savais pas. C'est un jeu de Sophia Wagner, je dirais, qui se joue à partir de 7 ans et jusqu'à, comme on veut, jusqu'à la fin de notre vie si on veut, à partir de 2 joueurs jusqu'à 5 et pour 20 minutes de partie. Qu'est-ce que donc que Mada ? C'est un jeu de points. Voilà. Les points, ça va être les points qu'on va avoir sur nos cartes de figues de barbarie. Donc chacun aura 3 cartes en main. Ça, c'est des cartes spéciales que je vous montrerai plus tard. Okay. Et c'est très simple, à votre tour, vous avez le choix. Soit jouer une carte. C'est devant vous, ils appellent ça la défausse, mais en gros, voilà, c'est votre paquet de cartes où vous allez jouer vos cartes. D'accord. Soit vous pouvez piocher, mais que si vous n'avez pas 3 cartes, voilà, parce que 3 c'est vraiment le max. Hop. Soit je peux dire, je prends un risque. Et là vous l'annoncez bien, je prends un risque, ça veut dire que vous allez piocher la prochaine carte ici et la mettre sur votre pioche. Ah. 2 cas de figure, parce que quand vous mettez des cartes les unes sur les autres à vos tours, vous pouvez continuer à jouer, et bien vous êtes obligé de mettre des valeurs égales ou supérieures. Très bien. La carte que vous allez prendre en prenant un risque, eh bien il faut qu'elle soit égale ou supérieure. D'accord, ok. Voilà, ça c'est cool. Si elle n'est pas égale ou supérieure, les autres, ça met fin à la manche, et les autres vont pouvoir prendre parmi leurs cartes une carte qu'ils vont mettre face cachée sur leur côté, et ça va être leur stock de points. Ah, d'accord. La partie se termine dès que quelqu'un a mis sa 5e carte dans dans sa réserve, on va dire, dans son entrepôt. Il vaut mieux stocker les grosses cartes, quoi. Exactement. Ok. Voilà. Et une fois que quelqu'un a mis la 5e carte, eh bien, on révélera et on verra qui a le plus de points. D'accord. Voilà, il y a un peu de guessing aussi à se dire, bon, est-ce que je remplis et je mets fin au jeu, mais je crois que l'autre, il a mis des meilleures cartes, mais en fait, j'en sais rien parce que c'est face cachée. Et on va parler aussi des 3 cartes spéciales. Oui. On a le lémur. Le lémur, il se met dans la défausse commune. Hop, et il va permettre d'échanger votre défausse personnelle avec votre voisin. Sympa ça. Voilà. Le lémur comme ça tout seul là, avec sa main qui fait voilà. Et bien en fait vous le mettez sur le dessus de votre pioche et il embarque avec lui
toutes les cartes de la valeur ici. C'est-à-dire que si à la D'accord. limite... hop, on va mettre un autre exemple. Oui, si tu avais mis ça. Voilà. Hop, on va mettre ça comme ça. Hop, je galère. Si je mets ça, eh bien, il va partir sous mon paquet avec toutes les cartes 5. D'accord, ok. Hop là. Et voilà, comme ça me permet de reboot un peu mon jeu. Et là, je repars de plus bas, par exemple. Ok. Et enfin, le scorpion, eh bien, il vous force à défausser une des cartes de votre main. D'accord. Voilà. Ah, ok. Il est direct. Et voilà, c'était c'est cool. Mada. Tout simple, petit jeu de points, un peu de prise de risque, tout ça, très mignon, avec des lémures. À la fin, ils vous mettent, à la fin des règles, ils vous disent même que les lémures, eh ben, ils sont grave cool, mais qu'ils font partie des 25 primates en voie d'extinction. Oh, C'est triste. petite touche émotion. Ouais. Bon, next. 3 chouettes mots. Oh, il a l'air chouette celui-là. Ah, mais qu'il est drôle. Obligatoire. Pourquoi il y a une seule boîte comme ça, tristounette? Eh bien parce qu'au moment où on filme, on n'a toujours pas reçu notre commande de cet éditeur. Petit problème de mail. Et donc, c'est notre boîte de démo. On espère qu'au moment où vous regardez cette vidéo, on a reçu notre commande et qu'il y aura le stock. Oui. Sinon, on vous présente un jeu qu'on ne peut pas encore vous vendre. Mais ça devrait arriver. Checkez l'Instagram, ça vous dira. Oui. C'est moi qui tire Instagram, donc venez. 3 chouettes mots. C'est à partir de 10 ans. C'est du compétitif équipe. Ouais, Voilà. d'accord. Ok. De 4 à 12 joueurs. Alors je vous le dis, avec Fanny à Vichy, on l'a joué à 3. C'était très bien. Ouais, ok. Voilà. d'accord. Donc je vous le dis, à 3 c'est possible aussi. Et pour 20 minutes. Donc jeu d'ambiance, de devinettes et de mots et de concordance de mots, on va dire. C'est-à-dire, on va avoir jusqu'à 4 équipes maximum qui vont s'affronter pour être les premiers à atteindre l'arrivée tout en haut de ce magnifique plateau très flashy, mais mignon en vrai. Comment on va se bagarrer? Eh bien, chaque équipe va désigner je crois qu'ils appellent ça un rédacteur, et l'autre, D'accord. Un devineur. ouais, Ouais, un truc ok. comme ça, on va dire, j'ai oublié les D'accord. termes. Mais en gros, une personne qui va eh bien, piocher la première carte de cette pioche, la regarder secrètement, et lancer un dé qui lui dira quel mot des 3 il va devoir faire deviner à son équipe. Très bien. Alors moi, j'avais fait l'exemple en cours avec le jaune. Ok. Très Donc voilà, bien. secrètement, je vais devoir faire deviner le bas. Ouais. Là, je vais me munir d'une feuille qui à la base est vide, voilà, et un crayon ou un stylo, et je vais écrire 3 mots qui me font penser au mot fatidique. Donc à blanc. D'accord. Voilà. Ok. Donc je vais les écrire pour que je puisse faire deviner au reste de mon équipe. Donc des trucs assez clairs quand même, mais pas trop. Pourquoi? Parce qu'en attendant, les autres équipes réfléchissent entre eux et se mettent d'accord aussi sur 3 mots qu'ils pensent que moi, la rédactrice, Oui. vais écrire pour faire deviner à mon équipe. D'accord. Ok. Donc en gros, si je mets des mots vraiment totalement obvious, évident, y a des chances que l'autre équipe trouve les mots aussi, mette les mêmes mots que moi et gagne aussi des points. Oui. Voilà. En gros, vous gagnez des points. Donc après, déjà, vous gagnez des points si votre équipe trouve le mot que vous vouliez Bien faire sûr. deviner sur la carte. Enfin, faire deviner, voilà, je vous dis chaud, bulle, hiver. Voilà. Et une fois, s'il a deviné, c'est bien. Et là, on va comparer avec ceux d'en face. Et bah, ils ont mis bulle aussi, c'était beaucoup trop Bah oui. évident. Et donc du coup, eh bien, ils vont gagner 1 point parce qu'ils ont trouvé un de mes mots. Et nous, on va gagner 2 points parce qu'on en a 2 qui sont uniques. D'accord. Voilà, ok. et on continue comme ça. Ah, il y a un petit truc de trap words et de décrypto un peu. C'est très cool. Voilà, c'est très très cool. Et à 3, ça marchait très bien. Il y avait l'animateur qui se faisait deviner. Et Fanny essayait de trouver ce que moi j'allais écrire. Et voilà, c'est tout. Ça marche très bien à 3 aussi, on s'est bien amusé. On continue sur les jeux d'ambiance. Fun fact. On l'a énormément aimé à Vichy. Oui. Voilà, ça parle tout seul. C'est chez Repos Productions, c'est de 4 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour 30 minutes. C'est Casper Lapp qui a fait ce jeu. Ici d'ailleurs, c'était Dan Penn et Rich Combe. Navré d'avoir oublié de vous mentionner. Donc, fun fact, c'est un jeu coopératif. Voilà, on change un peu d'ambiance, où on va apprendre à se connaître. Oui. Ouais, c'est un méga brise-glace. Pour moi, il va remplacer Privacy et autres du genre, parce qu'il est vraiment méga cool. Vous allez chacun vous distribuer des petites ardoises comme ça, qui sont effaçables, avec votre stylo de couleur, qui ne matche pas dans l'exemple. On va dire que j'avais pris ta couleur, voilà. Oui. Je suis Alex. Très bien. Vous écrivez votre petit nom d'un côté, et vous allez tirer une carte où vous allez poser la question.
à tout le monde. Combien de jeux de société possédez-vous? Là, tout le monde va retourner son ardoise sur la face qui n'a pas son prénom, donc l'autre face, et va écrire combien. Eh bien ici, il a 2 jeux à la maison. Alex, tu m'as dit 10. Ouais, J'ai marqué ta réponse. Environ, hein, si vous êtes un gros calculateur, peut-être que vous connaissez exactement combien de jeux vous avez. 12 et demi ou un truc comme ça. Tout le monde fait ça. Puis le premier joueur, le joueur actif qui avait lu la question, eh bien va mettre sa flèche au milieu. Les autres, en ayant écrit aussi leur réponse, vont essayer de se positionner au-dessus ou en dessous. C'est que des chiffres les réponses à ces questions. Donc ce sera forcément un classement croissant. Vous vous dites, moi je me mets là parce que je pense que j'en ai plus qu'Alex. J'en sais rien, c'est si je le connais bien. Oui. Voilà. Max, lui, quand il s'est mis, il se met là. Bon, ok. Jeff, il se met là. Antoine, il se met là, il pense qu'il en a moins. Une fois que tout le monde est d'accord, déjà, on va refaire un tour pour le premier joueur, qui était Alex, qui a le droit de se replacer, puisque vous vous souvenez, au début de la partie, enfin au début de la manche, juste il se place. C'est une compensation, quoi. Parce Voilà. que, bon. Et maintenant qu'il a vu que tout le monde se plaçait, il est genre, non, quand même, j'en ai plus que toi, Alice. Bon, ok, d'accord, on est d'accord. Et bien maintenant, on va révéler de bas en haut. C'était qui ça? Antoine, tu en as 13. Non, en fait, tu m'as dit que tu en avais 12. 13, c'est bien 13. Oh, 13, voilà. Moi, j'en ai combien? 21. Pas mal. Alex, tu en as combien? J'en ai 10. 10. Zut! Comme vous voyez, on s'est raté dans le classement. Bon, eh bien, on va le retirer. Hop. Max, il en a 700. Oui, il en a 700. Quand il nous a dit la réponse, on était sur les fesses. Et Jeff, bon, sauf s'il en a 800, normalement, on n'est pas bon. Voilà, il en a 134. Donc, du coup, on a 2 mauvaises réponses et on a réussi à faire une chaîne correcte de 3. Donc, on aura 3 points. D'accord, ok. Et on fait ça, combien de Il me tours? semble que c'est 8. Ouais, 8, voilà. On fait ça 8 fois, donc on efface, on met une nouvelle question, etc. Et à la fin, il y a un barème, en fait, tout simplement en fonction du nombre de joueurs. Dans la règle, il y a marqué, si vous avez fait moins de 36 points, vous êtes des nuls. Si vous avez fait 48 points, vous êtes trop forts sur la même longueur d'onde, j'en sais rien. Mais voilà, en gros, le but, c'est juste de faire le plus de points possible et de se connaître. Voilà, vous avez quelle est la durée idéale d'une nuit de sommeil, combien de temps pensez-vous tenir en équilibre sur un pied, à quel point aimez-vous les gens? De 0 à 10. Alex. De 0 à 10, combien j'aime les gens? De 0 à 100, pardon. Ah, je dirais une moyenne, je dirais. Ah, de 0 à 100? Ouais. Bah, je dirais, allez, 46. Je suis un peu en dessous de la moyenne. Mais pas. Mais attends, c'est les gens, pas oui. nos abonnés. Non, les gens. Parce que nos abonnés, c'est 4000. Ah bah oui, forcément. bien sûr. Non, 5000, voyons. Ah, bah oui, c'est ça. Voilà, ça c'était Fun Fact. Je crois que c'est fini pour moi. Alors normalement, au moment où vous regardez cette vidéo, on a reçu les tribus du vent. On espère, là c'est notre exemplaire de démo, mais vous l'avez compris, petit retard de livraison, mais normalement ce vendredi on est équipé. Donc les tribus du vent, c'est un jeu de Joachim Thom, illustré par Sieur Vincent Dutré, qu'on va revoir cette semaine. Il est en forme, il est en grande forme. Joachim Thom qui a également fait Daisio et Wild Space. Et donc c'est un jeu que j'attendais plutôt avec une certaine impatience, puisque c'est la boîte de jeu. Donc la boîte de jeu, ils font pas beaucoup de jeux par an. C'est souvent des jeux très Eurogame avec une grosse thématique. C'est souvent des jeux avec un petit twist un petit peu intéressant. Et voilà, je vous montre la tranche. Donc pour 2 à 5 personnes, c'est pas souvent aussi les jeux on peut jouer jusqu'à 5. 14 ans et plus, parce que c'est de l'expert, mais franchement, on peut jouer un petit peu plus jeune, je pense, si on est habitué à faire un petit peu de jeux de société à la maison. Et 20 minutes par joueur, j'aime bien quand c'est marqué tel quel, oui. Ça a le mérite d'être très clair. Alors évidemment, c'est toujours une fourchette, mais c'est vrai que quand on vous dit que ça dure entre 20 minutes et 1h30, c'est toujours un peu difficile de se rendre compte. Au moins là, on peut se faire une idée. C'est un jeu qui raconte une histoire. Donc en gros, dans un futur lointain, peut-être pas si lointain que ça, les êtres humains ont pollué la planète avec un nouveau type de pollution qui s'appelle la pollution. Et en fait, c'est un truc qui a pollué un petit peu. C'est une pollution qui reste au niveau du sol. Donc pour survivre, les êtres humains, ils sont allés vivre au sommet des arbres. Alors pas tous, hein, on n'est pas nombreux comme survivants. Et on s'est rendu compte là-haut au sommet des arbres que finalement le lien à la nature c'était pas si mal. C'est tellement pas si mal qu'il y en a certains d'entre nous qui ont développé des pouvoirs liés aux 4 éléments. Et en fait, ça va être un petit peu le cœur de tout le jeu, tout ce que je viens de vous raconter. C'est vraiment un jeu qui vous raconte une histoire. On va avoir chacun un plateau individuel comme ceci. Alors là, on a fait une mise en place. C'est un peu comme si on était en cours de partie.
plateau asymétrique à ce niveau là, donc on a un personnage avec un lien élémental différent. Donc moi par exemple j'ai pris le feu parce que je trouve que l'illustration est franchement super jolie, elle est très badass, cette dame avec sa main en flamme. On va avoir un petit pouvoir asymétrique, mais enfin on revient dessus. Juste après on va avoir notre stock d'eau ici, on va avoir des cités à construire au sommet des forêts. C'est le cœur du jeu, vous allez le voir juste après. On a des petits personnages comme ceci qui sont des voltigeurs qui vont nous aider justement à aller construire ces cités. On a des temples qu'on peut récupérer ici et aller poser sur le plateau. Et ici c'est le plateau de construction. Donc au début, le plateau de construction il est pas mal envahi par la fameuse pollution. C'est ces petits jetons rouges qu'on va pouvoir enlever au fur et à mesure pour aller récupérer des jetons, des petites tuiles de forêt qu'on va placer ici et qu'on pourra ensuite transformer en ville. Alors en gros, comment ça se joue? On va avoir des cartes devant soi, ça c'est très important, 5 cartes par personne. Un petit chevalet, des petits chevalets, forcément il y en a 5 dans la boîte, parce que ça va être important que les autres joueurs puissent voir le dos de mes cartes et que moi je puisse voir le dos des cartes des autres joueurs. Pourquoi? Eh ben on va y venir. En gros, la partie s'arrêtera une fois qu'un joueur a fait 5 cités. Alors ça s'arrête pas de suite, ça met fin, ça crée un petit événement de fin de partie. Et jusque là, on va jouer des manches et à chaque manche, on va jouer des tours, pardon. Ouais, et à chaque tour, j'aurai droit à une action. D'accord. Okay. Première action, je pourrais jouer une carte, tout simplement. Donc une carte qui est devant moi. L'effet de cette carte va dépendre des éléments de mon voisin de droite et de mon voisin de gauche. Donc en fait des cartes éléments en couleur et en quantité dans leurs mains. Ok. Il y a des cartes que je pourrais pas jouer selon certaines conditions. Il y a des cartes, je pourrais les jouer et leur intensité, leur puissance va varier selon ce que les autres, mes voisins droite, gauche, vont avoir dans leurs mains. Okay. Voilà l'idée. Donc il faudra toujours garder un œil sur ce que les autres ont dans leurs mains. Quand on joue à deux, parce que oui c'est possible de jouer à deux, on va prendre en compte l'adversaire et le marché ici de cartes qui en fait est considéré comme une main de joueur. Donc c'est assez malin ce petit système qui permet de remplacer un joueur et de faire en sorte que ça tourne à deux. Ces cartes, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'iconographie, mais elles vous permettent de faire des actions majeures du jeu. C'est vraiment les cartes sont le cœur du jeu. Ça vous permet notamment d'aller chercher de l'eau qu'on va aller mettre donc depuis une réserve générale dans son petit plateau. Ça va nous permettre d'aller récupérer des tuiles de forêt, donc les acheter dans le marché pour les mettre sur les emplacements, mais ces emplacements il faudra qu'ils ne soient pas pollués, ça tombe bien, il y a des cartes qui permettent de dépolluer donc un plus ou moins grand nombre de petits jetons de pollution comme ceci qu'on va enlever du plateau pour faire de la place. On va pouvoir faire déplacer les voltigeurs, donc en gros ils vont se déplacer d'une case par valeur de voltige qu'ils ont. C'est toujours gratuit de venir ici sur notre case de départ, on a une petite forêt de départ et ensuite à chaque fois ça coûtera 1 de les faire se déplacer. Pourquoi est-ce qu'on les ferait se déplacer? Parce que ils vont pouvoir remplir ces espaces là et ça va déclencher une action un peu plus tard. Donc voilà, en gros les cartes on va pouvoir les jouer pour faire ceci et ensuite on refera sa main tout simplement. Autre action que l'on peut faire, ça va être d'aller construire des temples. Je vais me défausser de 3 cartes et je vais prendre un temple qui est disponible et je vais aller le poser sur une tuile. Alors ça peut être une tuile où il y a une ville déjà de construite, une ville dans les arbres, ou pas du tout. Je peux la poser telle quelle, je peux le poser tel quel mon temple. Il va y rester, il n'y a pas de souci. Autre action que je peux faire, ça va être de construire les fameuses villes. Pour ça, il faut que j'ai des voltigeurs qui remplissent les petites cases. Ici, on voit qu'il y a 4 petites cases sur cette tuile, par exemple. Je pourrais faire en action de construire. Et donc les voltigeurs vont retourner ici. On n'en a que 7, donc il va falloir les gérer. Si on commence à les éparpiller à droite à gauche, ça va pas être optimal. On met côté forêt, on va pouvoir accueillir ici une cité et on va faire des effets. Donc des effets, en gros vous allez avoir l'espèce de petite éolienne qui vous dit que cette tuile quand elle se retourne, elle ne met pas plus de pollution. Oui, parce qu'il y a des tuiles qui vont mettre de la pollution autour quand on va faire une ville, c'est assez thématique. La catapulte, on va catapulter un voltigeur, ça va faire un déplacement de voltigeur. Et vous avez ici, je sais plus comment on les appelle, mais en gros c'est une sorte d'aérodrome, d'aéroport, qui vous permet de connecter les forêts entre elles. Comme je l'ai retourné, j'ai le droit d'aller mettre une cité au sommet. Et donc ça va me faire progresser vers la victoire. Quand je vais mettre une forêt au sommet, une cité au sommet de la forêt, je vais pouvoir récupérer une carte ici dans le marché. Donc on voit ici qu'il y a le marché des cartes d'éléments, celle qu'on va jouer, ici les tuiles forêt, et ici les cités. Je récupère la carte qui m'intéresse. Avec cette carte, je vais pouvoir faire 2 choses. On voit qu'il y a objectif et pouvoir. Effectivement, soit je la mets à gauche de mon plateau, on voit que j'ai 4 emplacements, je vais cacher le côté droit, donc je vais glisser sous mon plateau, et ça va être un objectif de fin de victoire, de fin de partie, pardon. Ouais. Il y a plusieurs moyens de gagner des points, je vais y revenir juste après dans le jeu. Il y en a qui vont être tout simplement le fait de construire des choses, et puis quand même on va aller chercher des points avec ces objectifs-là. Ou alors, je décide de faire le pouvoir de la carte, et donc là je gagne quelque chose d'immédiat. Donc là par exemple, je vais pouvoir dépolluer, puis je vais pouvoir gagner de l'eau, et après la carte est perdue par contre.
D'accord. Mais sur le moment, ça peut être très très avantageux. Surtout si je compte construire plus vite que les autres joueurs. Pourquoi pas faire en sorte que eux, les objectifs qu'ils ont pris, ils n'auront pas le temps de les faire. On va donc faire comme ceci jusqu'à qu'une personne ait fait 5 cités. Et en gros, on va gagner des points. Alors je rentre pas dans les détails des points, vraiment pas. Mais plus vous aurez dépollué, plus ça fait de points. Plus vous aurez mis de cités, forcément, plus ça fait de points. Les temples, ça fait des points, etc., etc. Et on va regarder bien sûr vos objectifs. Donc voilà en gros les tribus du vent. On n'y a pas encore joué au moment où je vous en parle. J'ai lu les règles, ça m'a sacrément donné envie. Toujours cette forte thématique avec un côté Eurogame. C'est une fois de plus bien édité. Puis c'est vrai que les dessins de Vincent Dutray, on s'en passe pas quoi. Et en parlant de Vincent Dutray, Et oui, en parlant de Dutray, on le retrouve dans Hit. Alors, bizarrement, ils l'ont pas mis là, ils l'ont mis au taux des règles. Mais nous, quand on a vu la boîte, on s'est dit, c'est Vincent Dutray. Oui, ça se voit. C'est où le nom? Il n'est pas dessus. Mais bon, techniquement, c'est Vincent Dutray, c'est marqué dans le dos des règles. C'est un jeu de, je suis désolé, Asger Harding Granrud et Daniel Skjold Pedersen. Il y a beaucoup de tu n'aurais pas pu être suédois. Tu n'aurais vraiment pas pu être suédois. Trop de consonnes pour moi. Ici, on est sur un jeu de course, donc des petites sensations de, on va dire, Rallyman GT, oui, mais plus familial. On a vraiment une sensation de flamme rouge, avec un moteur qui va chauffer, il va falloir essayer de le refroidir au bon moment. Ce côté deck building qui est très prenant. Ce petit côté aussi qu'il y avait dans ce jeu de course downforce, alors sans le côté évidemment de Paris, mais il va falloir essayer de gérer un peu les vitesses et essayer évidemment de bloquer les autres. Dans ce jeu, donc on va avoir plusieurs plateaux. Déjà, là, on a mis l'Italie. Parce qu'on aime beaucoup l'Italie, c'est surtout Jeff qui adore l'Italie, il nous l'a pas imposé. On a dit on va mettre l'Italie parce que ça nous fait plaisir. On a de l'autre côté un plateau USA, on a un plateau France et un plateau Grande-Bretagne. Donc déjà c'est très cool. Vous voyez peut-être pas à l'intérieur, mais il y a aussi le thermoformage qui vous indique qu'il y a de la place pour des futures choses. Voilà, je dirais ça, je dis rien. Chaque joueur va avoir un petit plateau et également sa petite voiture de couleur. Et les voitures elles sont hyper cool. Moi je les trouve trop stylé. C'est bon, c'est du plastique, hein, mais c'est, je sais pas, la forme est hyper cool. Je trouve ça. On est déjà dedans dès qu'on sort le matos et qu'on voit le circuit. Donc notre plateau personnel par contre qui va retrouver 3 éléments importants qui sont la pioche de cartes avec ce dos de cartes là, le moteur qui va vous permettre en fait de faire des boosts. Mais le problème c'est que du coup votre moteur va chauffer. Du coup il va falloir essayer de le refroidir. Et ici on a une défausse. Quand elle sera évidemment, votre pioche sera vide, il faudra remélanger votre défausse et refaire votre paquet comme une sorte de deck building classique. Au-dessus ici, on a un ordre de tour, à savoir que les 2 premières phases vont être faites en simultané et la phase 3 ainsi que toutes celles qui se suivent se feront en fonction du placement des véhicules. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, vous verrez, mais c'est très accessible. Chaque joueur va commencer avec 7 cartes en main et donc au tout début de mon tour, ce que je peux faire par rapport ici justement au rapport de vitesse, ça va m'indiquer le nombre de cartes que je vais pouvoir jouer. Donc première étape, c'est de, déjà on commence en général en vitesse 1, et on va pouvoir, en fonction de ce qui est marqué ici, vous voyez, l'augmenter ou la baisser. Donc la baisser là ça sert un peu à rien, des fois quand on surchauffe c'est intéressant de baisser, mais là on peut déjà l'augmenter. Donc si je veux l'augmenter de 1 ça me coûte rien, mais l'augmenter de 2 ça me prendra prendre du hit en fait. Hit c'est ce genre de cartes là qui partiront du coup dans ma défausse. Donc ça peut être un peu compliqué déjà de se prendre du hit dès le début. Mais mettons que j'augmente de 1. Je vais du coup passer en vitesse 2. L'avantage de passer en vitesse 2, c'est que du coup je vais pouvoir jouer 2 cartes, puisqu'en fait dans ma main j'aurai des cartes de vitesse entre autres et des cartes ici de boost qui vont me permettre justement, alors c'est pas des boosts, c'est des cartes de, j'ai plus le mot, c'est des cartes de stress. Des cartes de stress, ok. Ah, j'ai réussi. Donc carte de vitesse, carte de stress, et ça ce sont les cartes justement de hit. Donc on va pouvoir jouer 2 cartes, donc par exemple je pourrais jouer ces 2 cartes là en fait, hop. Je passe mes 2 cartes devant moi et ensuite je les révèle. Donc je dis voilà, moi je joue ça, donc ça veut dire que je vais avancer de 1. Et normalement, par exemple, si j'avais joué à la place d'un stress un 4, là en fait j'avançais de 5. Donc je prenais ma petite voiture et j'avançais de 5. Évidemment, je peux passer par-dessus les voitures qui m'embêtent, mais l'intérêt c'est que je ne finisse pas sur un emplacement de voiture. Et si jamais je suis complètement bloqué, je suis obligé de aller moins vite que ma vitesse. Ce que je peux faire par contre, au lieu de jouer ce genre de vitesse là, c'est jouer justement du stress. Et le stress en fait vous permet de piocher la première carte du paquet. Alors si c'est un stress évidemment ça va pas compter, ça va être défaussé et on va essayer de révéler à chaque fois quelque chose. Voilà, donc là par exemple c'est très cool. Donc là par exemple je vais pouvoir, ah pardon c'est les cartes de vitesse, donc je vais devoir, hop voilà. Donc là par exemple j'aurais joué un 4 grâce à ceci et tout le reste aurait été défaussé. La carte 5 que vous avez vue c'est pas vraiment une carte de vitesse parce que les cartes de vitesse ont un petit logo ici. Ça c'est une carte de vitesse, ça c'est une carte bonus que vous pouvez jouer mais pas à travers du stress comme je viens de le montrer. Mais là du coup j'avancerai de 5. Donc c'est un petit côté prise de risque, ça permet aussi un peu d'épurer son paquet, enfin du moins de le vider plus vite. Mais du coup il y a un petit côté prise de risque
risque, on ne sait pas de combien on va avancer. Je vais pouvoir avancer du coup mon véhicule, comme indiqué ici dans la deuxième phase, et ensuite, dans l'ordre du tour, on va choisir différentes possibilités, notamment en fonction de si vous êtes dernier, vous avez un petit plus qui vous permet de rafraîchir entre guillemets votre moteur, ce qui vous permettra en fait de épurer en fait votre paquet par rapport au hit que vous aurez. Vous allez pouvoir justement jouer des cartes de boost, donc du hit, on peut le dépenser pour surchauffer le moteur et jouer des cartes supplémentaires et avancer plus vite. On va pouvoir notamment gagner, un petit peu comme à Flamme Rouge, de l'aspiration, et ça dépend de notre placement en fonction des autres joueurs. Quand on est derrière en fait directement ou à côté d'un joueur, on peut gagner jusqu'à 2 cases d'aspiration. Donc là je pourrais faire 1, 2 parce que j'étais derrière le jaune et en plus à côté du vert. On va faire ça, donc tous les joueurs vont faire ça chacun leur tour. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on va tout simplement défausser les cartes qu'on a jouées. Hop, attention, tac. Et ensuite, je recomplète ma main. Et si ma main ne peut pas se recompléter à 7, et du coup, je remélange ma défausse et je recomplète une main. Voilà, c'est extrêmement accessible. Ce qui est très malin, par contre, c'est sur le plateau. Vous allez voir des valeurs comme ceci. Ce sont des valeurs de virage, et en fait, si jamais vous allez trop vite dans un virage en fonction des cartes que vous avez jouées, vous risquez en fait de vous prendre de hit. Donc le hit en fait va vous surchauffer votre moteur et ça va vous bloquer votre paquet de cartes, puisque si jamais vous arrivez à un tour où vous n'avez pas la possibilité de jouer le nombre égal à la rapport de vitesse, vous allez tout simplement passer votre tour entre guillemets et avancer moins vite que les autres. Donc comme Flamme Rouge, il faut essayer de gérer ce côté chauffage de moteur, parce que ça peut être intéressant pour des boosts, mais il faut tenter aussi de le refroidir votre moteur, sinon vous allez être bloqué. Il y a cette petite tension avec les autres joueurs qui vont essayer, en fonction de comment ils avancent dans les virages, de vous bloquer au cas où vous avancez trop vite. Donc on retrouve vraiment cette sensation un petit peu de jeu de course très accessible. Néanmoins, là je vous ai expliqué vraiment la règle de base, donc plutôt familiale, on va dire initiée, mais il y a des règles avancées avec des championnats. Et en fait là-dessus vous allez pouvoir justement avoir donc déjà un mode solo, plein de nouvelles cartes bonus que je ne vous montre pas là parce qu'il y en a un paquet qui vont vous rajouter des règles spéciales de différentes valeurs qui pourront s'utiliser différemment, un peu comme les boosts. Ça va rajouter de nouveaux effets, donc là on est vraiment sur des règles beaucoup plus proches de ce que des joueurs vraiment en termes de jeu de course tactique pourraient rechercher. Mais ça évidemment je ne suis pas rentré trop dans le détail parce que il y a beaucoup d'infos, notamment des règles de météo qui peuvent être très cool à appliquer sur les différents virages. Ouais, tu m'as eu, là c'est bon, j'ai envie de jouer. Ouais. Donc au début on s'est dit, bon c'est un jeu de course, c'est pas mal les sensations, mais quand je vous dis tout ce qu'il y a là-dedans en termes de règles, il y a vraiment moyen de s'éclater quand on cherche un peu du challenge dans les courses. Voilà, c'était l'explication de Hit. Maintenant on va partir dans un monde imaginaire. Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. Merci. Alors, je fais du crish le temps de me le mettre. Voilà, c'est fini. Je vais vous présenter Peter Pan. Je vous l'avais déjà présenté en focus la semaine dernière, il me semble, ou la semaine d'avant, je sais plus, mais très proche dans le temps passé. Je vais vous le représenter, peut-être moins en détail parce que c'est une vidéo, on a d'autres choses à expliquer, donc je vous invite à aller voir le focus. Je l'ai présenté avec Alex. On y a tous joué dans la boutique, c'est bon, Antoine, toi aussi tu as joué? Oui, tout à fait. Ah, hein? C'est trop bien. Voilà. Je suis conquis. Alors, c'est par Monsieur Paquin, Marc Paquin, qui avait fait l'île au trésor, entre autres, et qui du coup fait un île au trésor coopératif. C'est pas que ça, sinon c'est très réducteur, mais voilà, on va y retrouver les mécaniques de l'île au trésor, mais en mode coopératif. Et c'est magnifiquement illustré par Jérémy Fleury, qui a fait entre autres First Empires, par exemple. Voilà, en illustration, c'est édité par Matago, c'est de 2 à 5 joueurs pour 45 minutes de partie environ et à partir de 10 ans. 10 ans pourquoi? Parce que il va avoir pas mal de données à prendre en compte. On va en fait incarner les personnages de l'histoire. Donc ici on a Lys Tigré ou Lily et la tigresse. Et là-bas on a tous les autres personnages que j'ai affichés. Donc John et Michael, la fée Clochette, Wendy et Peter Pan. Et tout à droite il y a le méchant crochet avec son enveloppe. Voilà. Sur le plateau, eh bien c'est le pays imaginaire avec les personnages en jeu. Bon là je les ai tous mis pour le plaisir des yeux. Comme je vous l'ai dit, on peut y jouer à partir de 2. Chacun aura son petit point de départ. Et en fait, à partir de notre point de départ, chacun va partir dans l'île pour retrouver les garçons perdus que le vilain capitaine Crochet a kidnappés. On a un seul moyen de gagner et un aussi de perdre. En gros, c'est une course. C'est soit on se fait choper par Crochet 4 fois, enfin 5, soit on arrive à trouver nos 4 enfants perdus. Et des fois, il y aura des modes évolutifs dans le jeu qui vous en demanderont un peu plus. Et oui, parce que ce jeu peut évoluer et changer. Ça, c'est déjà grave cool. On va se donner des indices mutuellement parce qu'en fait, chacun va connaître l'emplacement de un enfant perdu.
et va devoir le faire deviner à son voisin de droite. Voilà, donc vous allez avoir des interactions avec vos deux voisins parce que celui de gauche vous donnera des infos sur son enfant perdu et vous allez donner des infos de votre enfant perdu à votre voisin de droite. Voilà. Comment on fait ça? Eh bien, chacun va se munir d'un dos de petit carnet à son effigie, ça c'est Lily la tigresse parce que je l'adore, et va y glisser une sorte de carte noire comme ça, il y en a plusieurs. Hop, on va la glisser dans une pochette qu'on aura pris de l'enveloppe de crochet. Et en fait, cette petite pochette transparente va vous dire, donc vous le faites vraiment très secrètement, chacun fait sa petite pochette dans son coin. Voilà. Hop, vous le glissez, les marques sont assez visibles et voilà, ça tient bien. Vous voyez, j'ai mis la baleine sur la baleine, voilà. Et donc, on va avoir 3 infos à prendre sur notre pochette qu'on a créée. C'est que tout ce qui est gris, on s'en fiche. Vraiment, on s'en fiche. Tout ce qui est gris et entouré d'un cercle rouge, on s'en fiche aussi. Voilà, dès qu'il y a du gris, on s'en fiche. Par contre, les cercles rouges où il n'y a pas de gris dedans, ça, faudra faire gaffe, c'est des zones où on pourrait croiser crochet. Et on ne veut pas croiser crochet. Il vous reste quelques petites zones non grises. Voilà. Et bien, dans ces zones-là, vous allez faire une croix sur un emplacement où vous avez envie de cacher votre enfant perdu. Voilà, moi j'ai envie de le cacher sur la statue ici. Voilà. Tout le monde aura fait ça de son côté. Secrètement, on n'a pas du tout les mêmes pochettes, c'est ça qui est hyper rejouable. Toutes les pochettes sont différentes. Hop, donc mon voisin qui sera Peter pour cette partie, Peter imaginaire, va me donner aussi des infos. Donc, je vais même plutôt incarner Peter, voilà, comme ça on pourra jouer sur le, Mais oui, très bien. plateau Bonne de idée. Lily, t'as vu, hein, j'avais mis en place et puis le temps que je l'explique, j'avais déjà oublié. Hop, voilà, Peter donnera des infos sur son enfant perdu que j'ai mis ici, sur le joli cerisier. Hop, donc, comment ça se passe? On a tous un petit récap de tour avec nous, très très bien fait, et avec aussi le récap de nos pouvoirs, parce que chacun des personnages a son pouvoir. On a le pouvoir classique, et celui-ci c'est le pouvoir quand on joue avec le mode évolué, le pouvoir est un peu plus pimpé. Voilà, donc on aura en début de partie des cartes, il y a 2 types de cartes qu'on va piocher dans ces magnifiques petites pioches. On a les cartes de vision distance, avec le petit compas, et les cartes de vision Direction. Direction, merci, à chaque fois que j'oublie. Dans les directions, on va trouver des paysages, voilà. Et dans les distances, on va trouver des miles. Les miles, ce sont les distances, et donc les distances, ça correspond ici, il y a une magnifique échelle. Vous voyez, ils disent par exemple 4 miles, et bien 4 miles, ça fait 4 cases. Hein, très simple. Tout simplement. Voilà. Donc du coup, on va se donner des indications à partir de ces cartes. Donc en début de tour, chacun va piocher 2 cartes dans les pioches. Il fait ce qu'il veut, soit 2 directions, soit 2 distances, soit 1 de chaque, il fait ce qu'il veut. Et après, il va choisir parmi ces cartes et les poser sur le plateau donc de son voisin de droite, en fonction des indications qu'il veut lui donner. Les indications vont se faire à partir du personnage de mon voisin. C'est-à-dire que là, si je veux dire à l'Istigré d'aller chercher près de l'arbre au cerisier, qui est ici, eh bien, je vais utiliser les indices que j'ai, par exemple, je vais lui mettre plutôt une montagne, vous voyez, parce que c'est pas très loin d'une montagne. Et je vais lui dire que par rapport à elle, c'est à 1, 2, 3, 4. Voilà. Comment je vais organiser ça sur son plateau? Eh bien, je vais lui mettre que c'est pas un peu vers la montagne, mais pas trop. Vous voyez, il y a une intensité de main. Mais par contre, c'est exactement à 4 miles de distance d'elle. Voilà. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai eu les bonnes cartes. Des fois, vous n'avez pas les bonnes cartes et vous vous débrouillez comme vous pouvez. En fait, ce jeu s'appelle presque Approximative Land. Mais c'est ça qui est très drôle parce qu'après, on peut s'engueuler sur l'interprétation des indices. C'est propice. Voilà. Parce que là, si j'avais fait avec des miles, imaginons, j'avais dit plus ou moins 4 miles, ça peut être vraiment plus ou moins. Ça peut être 1 miles, 0, ou 8. 6, ou 8. Mais j'avais pas d'autres miles adéquats et donc je fais avec ce que je peux. Exactement, Voilà. on fait avec ce qu'on a dans la main. Voilà, voilà. Mais après, il y a une autre info à regarder. Moi, je vais regarder sur mon petit livret de Peter Pan. Je l'envoie quand même. Donc, elle part à peu près d'ici. Hein. Je l'envoie par là. Et comme vous voyez, sur le chemin, qui est d'ailleurs dans la montagne que je lui indique, il y a un cercle de crochets. Donc, c'est vachement dangereux où je vais l'envoyer en exploration. Oui, mais c'est pas mal pour notre exemple. Exactement. Et donc, du coup, j'ai ce petit carré là, sur sa jauge à elle, que je vais triturer et que je vais aller mettre là. Là, dans le rouge, vous voyez, près du crochet, pour dire, ok, meuf, je t'envoie au casse-pipe. Là où tu vas aller, ça pue. Alors que des fois, je peux l'envoyer dans une zone où il n'y aura pas du tout crochet. C'est bon. Mais là, je lui dis, attention à toi.
Donc du coup, tout le monde aura fait ça en même temps avec son voisin. Finalement, vous triturez plutôt le plateau du voisin. Et c'est les voisins qui triturent le vôtre. Une fois qu'on a tous nos indices, eh bien, en commençant par le premier joueur qui sera doté de cette magnifique montre à gousset, on va prendre le truc très drôle qui est cette chose. Un petit gabarit, un petit peu comme dans... Mais c'est comme dans le Trône de Fer, c'est comme dans Warhammer en fait. Ah ben oui, carrément, pas du tout. Me dis pas ça, je vais moins aimer. Alors, ok, je suis Lys Tigré, je ne sais pas où veut m'emmener Peter, et du coup je vais mettre ce gabarit qui part de mon petit personnage qui est ici, et je vais l'orienter. Bon, il m'a dit vers une montagne, mais pas trop. Donc, ok, moi je pense que t'as du nez, ouais. Là, il y a une montagne. Alors, attendez, je pousse Jean 2 secondes. Mais il m'a dit pas trop quand même, hein, donc je vais aller plutôt par là. Et à 4 miles, donc 1, 2, 3, hop. Le gabarit, on l'a calculé, il fait 3,5 de long. Voilà, donc on a calculé, il va pas jusqu'à 4. Et cette petite partie-là, c'est un pouvoir magique de la fée Clochette, parce que c'est une fée, elle vole. Voilà, elle va plus loin que nous. Et ouais. On est des pauvres mortels. Et donc, j'ai fait un trait, je mets une petite croix là où j'arrive pour bien suivre mon cheminement, au cas où quelqu'un bouge mon pion, justement comme je viens de bouger ce pauvre Jean. Et là, j'ai le choix. Je peux, si je veux, eh bien faire une exploration pour essayer de trouver un enfant perdu. Est-ce que je vais le faire? Non. Mais pour l'exemple, je vais le faire. Parce que, pourquoi je devrais pas le faire? Déjà, on t'a dit que c'était dangereux. Voilà, on m'avait dit, fais gaffe, c'est dangereux. Alors, tant que j'explore pas, c'est-à-dire tant que je mets pas vraiment mon nez à fond dedans, crochet, il n'y a pas de souci. Par contre, si je commence à explorer, bon, bah, là, je me mets en danger. Mais bon, pour l'exemple, pour vous, pour vos beaux yeux, je vais explorer. Hop, j'ai le droit de mettre mon petit compas chelou où je veux, du moment que la croix est toujours dedans. Je peux le mettre là, là, là. On va dire que je vais faire ça. Hop, ma croix est toujours dedans. Hop là. Voilà. Et là, je demande à Peter Pan, Peter, est-ce que j'ai trouvé tes enfants perdus? Et Peter, il va dire, non. Par contre, ton cercle touche la montagne où il y a le cercle de Crochet. Du coup, tu n'as pas trouvé les enfants perdus, mais par contre, tu as trouvé Crochet. Hop là, encore, je suis une mauvaise case de chez Crochet. C'est ballot. Et donc, justement, quand on dit qu'on t'envoie au casse-pipe, c'est généralement pour te dire, bon, on fait pas trop une exploration, on fait plutôt un campement. Les campements, c'est la même chose, sauf que cette fois, vous dessinez sur les bords de cette magnifique étoile. Et en fait, ça fait une zone sécurisée, où après, vous pourrez explorer sans que Crochet vous embête. Parce que même s'il y a Crochet dans cette zone, eh bien, si vous explorez, ça ne fait rien. Voilà, vous avez le droit qu'à 2 campements dans toute la partie, donc mettez-vous d'accord quand vous le faites. Ensuite, eh bien, ce sera très simple. Vous défaussez ou non, une fois que tout le monde s'est déplacé, vous défaussez ou non les indices chez votre voisin. Ce sera en fonction de où il s'est déplacé. Peut-être que mes indications seront toujours bonnes de la montagne, mais pas mes miles. Et après, je repioche et je lui remets des indices, etc., etc. Voilà, c'est à peu près le jeu. Après, il y a juste un truc en plus, c'est ceci, la petite enveloppe de Wendy. Vous avez des cartes qui facilitent le jeu quand elles sont vertes. Souvent, quand c'est vert, c'est que c'est bien. Ça vous fait des petits événements, mais qui vous aident un peu. Ou alors, vous avez des cartes événements rouges. C'est méchant. Par exemple, il y a une carte qui vous dit, bah voilà, pour cette partie-là, tout ce qui a de la lave, eh ben, c'est pas traversable sur le plateau. Trop bien. Voilà, et ça, c'est trop cool. Voilà Peter Pan. Le petit plus pour les 12 premières boîtes achetées. Vous avez ce Game Up offert. Qu'est-ce qu'un Game Up? Eh bien, c'est une petite amélioration du matériel qu'ils n'ont pas voulu imposer à tout le monde, et donc en montant le prix, et ils se sont dit, on va le proposer à ceux qui ont vraiment envie d'améliorer leur jeu. Donc il est offert, donc profitez-en, parce qu'après il sera payant. Je ne sais pas encore à combien, puisqu'il n'y a pas l'info sur le site du fournisseur, mais généralement c'est 12, 15 euros. Oui, 10. ça doit être par là, ouais, aux Voilà. alentours de 10. Ouais. Voilà, dans ce Game Up, vous aurez d'autres cartes, vous aurez aussi les pions, mais en plexiglas complet, donc sur fond transparent, et vous aurez des petits paravents qui s'ouvrent. On n'a pas encore compris pourquoi. Oui, faut qu'on pose la question. Ouais. Il y a forcément une raison, c'est juste qu'on ne la connaît pas. Oui, mais bon, je trouve ça très stylé. Les personnages en plexiglas, ça doit super bien donner. Oui, bah moi c'est sûr que je vais me le prendre, hein, voilà. De toute façon, Peter Pan, il est déjà dans ma ludothèque, hein, qu'est-ce que je vous dis? Allez, je vous dis à plus. Petite actu JD, il n'y a pas grand chose en fait. Mais par contre, je dois avouer, je suis très content. On est très content de vous proposer tout ça. On a reçu des figurines pour jeux de rôle, tout simplement. Vous voyez, c'est marqué 7 de jeux de rôle. Ça fait des semaines, si ce n'est des mois, que vous passez à la boutique, essentiellement eh bien, quand on a les achats jeux de rôle le week-end, et que vous nous dites, bah voilà, nous on joue à Donjons et Dragons, mais j'aimerais bien une figurine pour incarner mon personnage dans les donjons. Et on n'a pas vraiment de solution
à vous donner. Enfin si, c'est bon, on a trouvé. Et donc ces figurines Hydra Prod, donc c'est français, c'est fabriqué en France. Oui. Ça c'est très très cool. Ce sont des petits lots comme ça, donc voilà, hop, j'en prends un au hasard. C'est 3 gnomes magiciens. À l'intérieur, vous allez trouver 3 figurines à monter. Alors à monter, attention, c'est très très simple. Vous avez d'un côté la figurine, d'un côté le socle. Ok. Avec un point de colle sous chaque pied, normalement, c'est bon. Oui. Pourquoi ? Pour que vous puissiez le mettre dans la position que vous voulez, et aussi pour que ça prenne pas trop de place, pour vous les vendre pas trop cher. Donc c'est 15 € les 3 personnages, donc en gros ça revient à 5 € la petite figurine. C'est un prix correct, très correct. Et donc à chaque fois avec une thématique. Donc voilà, il y a 3 gnomes magiciens, ou alors 3 nains guerriers barbares, ou 3 tieflins magiciennes guerrières. Je vous les lis pas tous parce qu'il y en a un paquet et il y en a qui sont très spécifiques et il y en a qu'on peut plus interpréter comme on veut. Par exemple, il y a là rôdeuse elfe, dans les guerrières barbares. Voilà, guerrière barbare, ça peut très bien être une guerrière, ça peut très bien être une rôdeuse, ça peut être une, je sais plus ce qu'il y a comme classe, une druide. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ça peut être une druide, ça peut être une elfe, ça peut être une humaine. Bref. Les figurines sont bien pensées, on va pouvoir se les approprier. Puis après, il y a carrément des drachéides, des tieflins, des nains, bien évidemment. Voilà, petite gamme très très cool qu'on est bien heureux de vous proposer à la boutique. On a enfin trouvé la solution. Et voilà, on prend en plein milieu d'un fou rire, c'est génial. Et la gamme Microgames s'agrandit avec Libération, donc c'est un petit paquet noir et donc c'est un jeu de duel, on commence à connaître le code couleur et donc là on est sur un jeu, alors je dirais pas expert mais quand même presque, on va dire initié, c'est l'entre-deux, quand on sait pas trop on dit initié, c'est bien, c'est pratique, parce que c'est quand même un jeu qui propose plus que ce à quoi on est habitué dans les microgames. Alors ça rend forcément un petit peu plus lourd, un peu moins un jeu de poche, ceci dit quand on le maîtrise, les parties peuvent aller quand même assez vite. C'est un jeu asymétrique, ça c'est encore mieux, et donc c'est un jeu dans lequel un joueur va jouer la dynastie galactique. Alors pour ne pas dire l'Empire, c'est la galaxie, d'accord, c'est pas l'Empire. Et en face, on a un joueur qui va jouer la Libération. Donc c'est pas la rébellion. Non, on arrête avec ça. Donc c'est la dynastie contre la Libération. Vous avez compris la thématique. En gros, le joueur qui incarne la Libération va mettre sa base secrète, pour organiser la révolution dans l'une des planètes ou l'une disponible. Donc il y en a plusieurs. Hein. Là, on a fait une mise en place qui est celle conseillée dans le livret, mais il y en a plusieurs. Et son but du jeu, ça va être de survivre un certain nombre de manches et le but de la dynastie, ça va être de trouver cette base secrète et de tout faire sauter, et on n'en parlera plus. Comment ça fonctionne ? Eh bien, on a un paquet de cartes ici dans lequel on va aller piocher. À chaque fois que ce paquet de cartes va se vider, on va progresser dans les rounds, et donc au bout de 3 rounds, au bout de 3 manches, si la Libération ne s'est pas fait attraper, elle va gagner. On va commencer avec 3 cartes chacun. Donc il y a déjà une carte qui a été mise de côté. On a les cartes ici de la dynastie. Ces cartes, la dynastie va plutôt aller lire le texte ici. Et ces cartes vont aussi être liées à un lieu, donc à un monde, une lune, un lieu dans un monde, bref. En face, nous avons la Libération, et qui va plutôt du coup lire ces petits encarts. De toute façon, c'est très simple, c'est marqué Libération. L'iconographie est vraiment bien faite, je trouve. On va prendre ces cartes en main. Donc évidemment, on les montre pas normalement, hein, mais là, c'était pour vous montrer. Et admettons, moi, je vais choisir, qu'est-ce que je dis ? Allez, je vais aller en début de partie choisir ma base, et donc c'est, je vous le dis, mais normalement je le dis pas, nous on est à l'Académie Bureau, la Libération. Donc on est là, à chaque fois qu'on va passer la pioche entièrement et qu'on devrait repiocher, on va pouvoir tourner comme ceci, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et si on vide à nouveau la pioche, en tant que Libération on va gagner. Mais en face on va avoir la terrible dynastie, incarnée par Alex, qui aime bien jouer les méchants décidément. Et donc voilà, chacun de nos tours on va pouvoir aller jouer une carte pour faire son effet, et je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails des effets, mais on va vous montrer 1 ou 2 petites cartes, ça va vous donner une idée. Par exemple ici, à l'obélisque du Seigneur, je peux avoir le soutien du public, défausser la moitié arrondie au supérieur des cartes de la pioche. Ça va être très très bien, ça va m'avantager, c'est une carte vraiment puissante, puisque ça va faire passer la pioche plus vite. Par exemple, dans la dynastie, il y a une carte qui dit recruter un espion. Regardez les 3 premières cartes de la pioche, vous pouvez en prendre une dans votre main, remettez les autres sur le dessus dans n'importe quel ordre. Déjà ça permet d'aller piocher, ça donne des informations, puisque il faut que j'arrive par déduction à trouver la carte qui n'est pas dans ce paquet là. Donc elle est peut-être dans la main de mon adversaire, on ne sait pas, on a toujours une petite incertitude. Alors, en tout cas ce qu'on va trouver c'est celle-ci. Donc voilà en gros l'idée. On essaye de vous ressortir comme ça au mieux les règles. On y avait joué avec Alex parce que Thomas était passé nous donner la boîte en avant-première. C'est vrai qu'on avait bien apprécié. Alors évidemment quand on est habitué à la gamme microgame, c'est un peu déstabilisant au début, mais c'est tant mieux parce qu'en fait ça veut dire que cette gamme elle se renouvelle, ça veut dire que cette gamme elle s'étoffe avec des propositions auxquelles on n'était pas habitué jusqu'ici. Donc c'est le petit Libération de John Simantov. J'ajoute juste qu'il y a une petite extension. Oui, en effet, ça fait très plaisir parce qu'en fait ça rajoute un nouveau système en fait dans celui-ci. Hop là. Avec des nouvelles cartes du coup et des nouveaux pouvoirs.
Voilà, c'était juste pour faire Ça, la c'est un petite, petit peu la spécialité Matago de mettre les extensions dans la boîte de départ. Ouais. C'est toujours très cool Ça, quand c'est ils font les cool, ça. traductions. Hop. petit module. En avant les amis, nous partons à l'aventure. Non, c'est ici. Ah. Nous partons à l'aventure. En fait, non, nous allons passer des épreuves pour rejoindre le club des aventuriers qui est dans cette magnifique cabane en haut de l'arbre. Et déjà, moi, j'ai envie de rejoindre ce club juste pour ça. Eh bien, nous allons remplir des missions. Nous allons vivre des aventures. Et si nous réussissons ces aventures et ces missions, eh bien, nous aurons gagné. Oui, c'est du coopératif parce qu'on est très gentil. C'est dans un jeu pour enfants. Enfin, pour enfants, non. En vrai, c'est à partir de 8 ans. C'est juste que le design est un peu enfantin, mais en vrai, à partir de 8 ans, ça passe pour tout le monde. Hein. C'est de la famille. C'est de 2 à 5 pour 30 minutes de jeu. Voilà, c'est Span et Havigorst. Je sais pas ce que j'ai dit. Qui fait ça. Hop, donc qu'est-ce que c'est que ce jeu? Le dos de boîte n'est pas du tout parlant, vous voyez? Bon, il dit quand même qu'il y a 12 aventures dedans et qu'elles sont rejouables. C'est une bonne nouvelle. Ça, c'est bien, et surtout, elles sont rejouables en plus. Donc du coup, on va en fait avoir un joueur actif qui va tourner. On va choisir une aventure dans ce livret d'aventures, des 12 aventures. Alors bon, c'est conseillé de commencer par l'aventure numéro 1, parce que c'est l'aventure, c'est plus cohérent. Vous aurez un livret de règles à l'intérieur qui fait 1 page et demie. Voilà, donc les règles sont vraiment très très simples. Et après, vous lisez l'aventure. Vous allez avoir un énorme paquet de cartes que je n'ai pas sorti avec ce dos-là. Et de l'autre côté, il y a des objets. Plein d'objets et d'animaux aussi. Il y a des bananes, il y a des castors, il y a de tout. Et du coup, vous allez en fait en piocher chacun normalement 5 ou 6. Voilà, 6. Et le joueur actif va lire le passage d'aventure. Donc d'abord il y a l'intro, c'est le début des vacances d'été et comme chaque année, mission 1, comment égayez-vous l'uniforme du colonel? Parce qu'on a rencontré un colonel dans cette intro. Eh bien comment je vais égayer ce colonel? Je vais choisir 2 objets qui me semblent très bien pour égayer le costume du colonel. Qu'est-ce qui pourrait égayer son costume? La canne à pêche. Non, la banane. Parce que c'est drôle une banane. Et un boomerang, parce que ça aussi c'est drôle, alors qu'un livre c'est barbant. Donc déjà ça, je vais le mettre face cachée devant moi et je vais écrire secrètement le mot des deux cartes. Donc j'ai dit quoi? Une banane et un boomerang. Hop, banane. Boum, on va dire. Hop, tout le monde a compris. Hop, je le cache. Des fois, il y a des missions où il y a un petit sablier qui est écrit à côté. Ça veut dire que vous devez mettre le sablier pour avoir le temps de... il y a 30 secondes pour choisir vos cartes dans votre main. Pour pas que ça prenne 1000 ans. C'est des petits défis qui vous rajoutent ça. Et ensuite, vous allez choisir 3 cartes de votre main qui vous semblent à l'antipode de votre mission. C'est-à-dire égayer l'habit du colonel. Alors, qu'est-ce qui n'égaye pas l'habit du colonel? Eh bien, un soufflet et... une canne à pêche et un livre, parce que c'est barbant de lire. Non, j'adore lire, mais bon. Et du coup, on va mélanger toutes les cartes. Et les autres vont essayer de deviner, parmi ces 5-là, les 2 qu'elles j'ai choisi pour égayer le costume de Monsieur Colonel. S'ils arrivent à trouver, c'est trop cool. On avance sur le petit plateau que je n'ai pas mis parce que comme vous voyez, on est un peu serré, mais il y a un petit plateau en gros c'est un monsieur et il monte l'échelle justement, l'échelle pour monter sur l'arbre. Voilà, quand on arrive en haut, on a gagné. Ou s'il ne trouve pas, eh bien on perd un petit jeton de vie qui est aussi sur le plateau, on en a 3. Donc en gros, si vous vous trompez trop, eh bien on perd, tout simplement. Par contre, il faut réussir toutes les missions de l'aventure pour, en fait, ça équivaut, il y a 5 missions pour monter les 5 étages de l'arbre. Donc voilà, vous n'avez pas le choix, il faut réussir les 5 missions et ne pas se tromper plus de 3 fois. Voilà, après on change de joueur actif qui lui aussi prendra ses cartes, lira la suite de la mission, etc., etc. Vous avez des petits modules pour compliquer le jeu, par exemple, les cartes leurres que vous ajoutez, eh bien au lieu de vous-même les choisir en disant bon ça c'est vraiment pas le plus logique pour égayer le costume du colonel, eh bien vous les piochez au hasard. Eh oui mon cher ami, là c'est beaucoup plus difficile. Voilà, parce que des fois il y a des trucs au hasard qui vont être même mieux que les cartes que vous avez mis. Voilà. Et ben voilà. Mais après j'avais une autre nouveauté de jeu d'enfant à présenter qui est en retard, comme plein d'autres choses, et cette fois on n'avait pas la boîte de démo en avance. Et là, donc, on est vraiment triste. Là, on est très triste parce que pour nous, c'est THE jeu enfant de Noël. Voilà. Avec d'autres, mais il fait partie de nos top 2-3. Voilà. Ça s'appelle Les Clés Magiques.
Alexandre fera un magnifique insert de la boîte de jeu, voilà, qui est un jeu compétitif ou de prise de risque où on va avancer sur une piste pour récupérer des vraies clés en plastique qui se rentrent dans un vrai coffre et que quand vous tournez, ça peut ou ne peut pas ouvrir le coffre qui est... C'est trop bien. C'est trop bien. Et en plus, c'est pas très cher, je sais plus ce que c'était, mais c'est vraiment quand on nous avait dit le prix, on s'est dit oh, mais c'est pas cher pour le matos, c'est un vrai coffre que quand vous ouvrez, il s'ouvre et il y a des gemmes dedans. C'est fou. Bon bah du coup, on vous le présentera la semaine prochaine. Normalement, on devrait l'avoir reçu d'ici là, j'espère, hein, quand même. Et au pire, bah, vous verrez l'Instagram demain, si on l'a reçu, enfin demain, aujourd'hui, quand vous regardez cette vidéo, vendredi. Donc checkez l'Instagram, de toute façon, vous le saurez dès qu'on le reçoit. Allez, je laisse à Alex. C'est par là. Guten Tag. Pourquoi je dis bonjour en allemand? Parce que Hansel et Gretel, d'ailleurs je sais même pas, c'est vraiment un conte allemand ou pas? Parce que Hansel et Gretel, c'est... Je crois, oui. Ouais, okay. Alors, ça se trouve, on dit des grosses bêtises. Oui, ça se trouve, du vraiment des bêtises. Ici, c'est un jeu de, donc Hansel et Gretel, c'est un jeu de Christophe Jurzista, ou Jurzista, je sais pas comment on dit, c'est illustré par Maciej. Non mais là, s'il vous plaît quoi. Simanovic, je sais pas. Tu remarqueras qu'à chaque fois, on te laisse les boîtes où il y a des personnes voilà, issues des pays du Nord. C'est pas cool. Parce que moi j'écorche les noms et après on va me dire mais ça s'appelle pas comme ça. Hein. Franchement, tu devrais revoir ton. Ouais, mais bon, c'est chaud quoi. Et ouais, j'arrive pas. Bon, désolé d'avoir écorché les noms, mais bravo à vous parce que le jeu, vraiment, même pour adultes, je pense peut être très intéressant. C'est un jeu à partir de 6 ans, de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes. Ici, bah, ça reprend le conte où on suit en fait un couple d'enfants qui va tomber sur une cabane en sucre, fait avec plein de trucs qu'on adore. Tous les gamins adorent le sucre. Et là, du coup, ils vont se régaler, pas trop parce qu'il y a quand même une sorcière qui rôde. Là, ici, donc c'est un jeu coopératif. On va essayer en fait d'échapper à la sorcière tout en essayant de faire 5 friandises, en fait, de les composer. Et elles se composent toujours avec différents petits carrés qui représentent des friandises, autour duquel il va y avoir des points bleus. Des points verts, des points rouges et des points violets. Et en fait, ça va correspondre aux couleurs de pions. L'idée, c'est que votre boîte de jeu, elle sert en fait de parcours et vos petits pions ici de Hansel, Gretel et la sorcière, ils se déplacent tout autour. L'idée, c'est qu'il faut essayer de échapper à la sorcière sans pour autant faire un tour complet. Parce que si vous faites un tour complet, bah, du coup, vous lui tombez dessus par derrière. Et donc, mais du coup, oui, elle a juste à se retourner. Ça y est, bon, je m'en rappelle. Parce qu'on l'avait vu à Cannes, mais je me rappelais plus comment ça marchait. Ça, je trouve ça hyper intelligent parce qu'en fait, vous avez envie de vous éloigner. Mais à trop vous éloigner, vous risquez de la rattraper. Donc ça, c'est très malin, je trouve, en termes de réflexion pour les plus jeunes. Comment ça se passe un tour? C'est extrêmement simple. Vous avez des tuiles, vous allez pouvoir en piocher une, vous allez pouvoir la placer au centre de la table. Au début, vous commencez avec un cœur, ça vous ouvre des possibilités. Et vous allez jouer comme ça, chacun à votre tour, en posant des tuiles. Lorsque un tour se prend fin, une fois que tout le monde a joué, vous allez regarder en fait le nombre de points qui n'est adjacent à rien du tout. Et vous regardez les couleurs, et pour chaque point, en fait, vous faites avancer le pion correspondant. Donc si, mettons, autour des tuiles qu'on a constituées, il y a 2 points verts qui sont raccordés à rien, et du coup on avance 2 fois, c'est Hansel du coup. Alors que si c'est rouge, on fait avancer Gretel. Et s'il y a des violets, c'est là où du coup il faut essayer de recouvrir les violets, entre guillemets, les bloquer, on fait avancer la sorcière. Si elle nous rattrape, on a perdu. L'idée, c'est quoi? C'est pas juste d'avancer sur le plateau, c'est du coup, comme je disais, de faire des friandises. Les friandises, il y en a plusieurs types. Il y a des croissants, il y a les petits bonbons, il y a évidemment les bagels, tout ça. Et donc, du coup, par exemple, si je finis un bagel, je vais récupérer, on le voit pas, mais au-dessus, en fait, de la petite maison, il y a des... comment on appelle ça? Moi, tu me demandes des gâteaux et des sucreries. Je suis nul pour ça. Je sais plus ce que c'est. Pain d'épices, voilà, 8 tuiles pain d'épices. Du pain d'épices, bah oui, évidemment. Je l'avais plus. Donc en fait, il y a des tuiles au-dessus de pain d'épices, il faut essayer de toutes les avoir. Et quand vous les avez, en fait, ça vous donne des sortes de bonus, de joker, en fait, parce que derrière, il y a des couleurs. Et en plus de ça, dans les tuiles, il y a des tuiles spéciales qui vous apportent également des capacités. Je rentre pas dans le détail parce qu'en soi, c'est juste le petit twist que vous avez quand vous tirez une tuile. Vous dites, c'est quoi ce pouvoir? C'est trop cool. Voilà. Mais en gros, c'est un jeu où il faut essayer d'éviter la sorcière, en essayant de compléter les friandises, mais tout en recouvrant, ou du moins en entourant les contours des couleurs qui ne nous intéressent pas pour faire avancer soit Hansel, soit Gretel. C'est très malin. Vraiment éviter de faire avancer la sorcière. Voilà, donc c'était la présentation de Hansel et Gretel, et on va passer derrière le comptoir. Allez, on y va, c'est parti. C'est vrai que tu as raison, cette mécanique, dis donc, ça aurait pu faire un plus gros jeu, un jeu expert. Il y a un truc à penser avec, mais en tout cas, ça fonctionne déjà super bien. De tour, en fait, où justement tu te précipites à vouloir aller trop loin, en fait, tu te retrouves. Enfin, ça semble logique quand les méchants ils poursuivent les gentils, si les gentils font le tour de la maison, mais ils retombent sur le méchant, en fait. Donc, je trouve ça très malin. Qu'est-ce qu'on a derrière le comptoir? Oui, une nouveauté très sympa pour ceux qui vont partir en
en Terre du Milieu, la nouvelle extension. Voyage en Terre du Milieu, ça c'est pour la grosse boîte dans l'univers de Seigneur des Anneaux. Là ici c'est une nouvelle extension avec Terreur et des désolations. Et ici on n'a pas Smaug, parce qu'effectivement ça aurait pu être la désolation de Smaug, mais ça n'a pas de rapport, si on veut. Ici on va avoir différents personnages. Alors je sais plus trop ce qu'il y a dedans, il me semble qu'il y en a un en lien avec le roi sorcier d'Angmar, mais je ne suis plus certain de ça. Si je regarde par ici. Non. Une figurine en plastique du seigneur Angon, le roi sorcier d'Angmar et Aedris. Il y a bien le roi sorcier d'Angmar. En même temps, lui, je le repère de loin. Il a tellement de style qu'on peut pas l'éviter. Et puis c'est quand même lui qui défonce le bâton de Gandalf. Ça fait plaisir. Bref. Faut pas me demander ça à moi, je sais Mais pas. je parle aux gens, ils savent. Vous le savez. Qu'est-ce qu'on a de retour en stock? Le The Crow Oh waouh 2. Non, je déconne. Faut pas dire ça, hein. Tu vas avoir des problèmes. Non, parce que Yellow ne veut pas qu'on dise que ça c'est un The Crew 2. C'est pas la suite, c'est pas le deuxième. C'est le deuxième qui est sorti, certes, c'est un autre jeu. D'ailleurs, vous le voyez maintenant, cette gamme-là va avoir les bords blancs. Oh waouh Non mais c'est trop là. Le Roi des Nains avait déjà eu ça. Je pense que les prochains The Crew vont avoir ça. Toute la gamme va être développée de façon à avoir les bords blancs comme ça. C'est un peu plus lisible d'ailleurs, c'est très chouette. Du coup là, c'est pas le The Crew 2, c'est le The Crew Mission Sous-Marine. C'est une sorte d'évolution du premier. Mais ça peut se jouer indépendamment, ça va pas se coupler avec l'autre. Mais du coup, c'est un jeu qui va renouveler un petit peu notamment les missions qui avaient des principautés sur le premier joueur. C'était par exemple une mission, c'était vous devez être le joueur à remporter le premier pli. Ça c'était plutôt cool. Voilà, mais c'est une nouvelle mission et c'est un The Crew mission sous-marine. Comme c'était attendu ça. C'est pas le 2. Et un autre jeu, bon, qui n'a pas trop fait parler. Non, mais on va en parler quand même. Voilà. Oh waouh Ce petit jeu qui, en vrai, est-ce que l'univers est ouf? Pas trop. Non, mais c'est une série de romans un peu obscurs du siècle dernier. Ouais. Bon, rien de bien important. Ce serait je pense. bien qu'ils le remettent un peu au goût du jour. Ouais, je crois qu'ils ont essayé de faire des films dans les années 70, Jodorowsky, ouais. bon ça a pas bien tourné. Pas ouf. Je sais pas s'il y a eu d'autres trucs après. Évidemment, plaisante d'une Imperium, c'est l'As d'or en catégorie expert, sachant qu'il y avait quand même de la concurrence avec Iki et les Ruines de Nara qui méritaient peut-être pas tout autant, mais qui le méritaient aussi. C'était une très belle sélection. Excellente sélection. Et quel excellent jeu d'une Imperium. Si vous n'avez jamais joué à un jeu de tech building, alors certes, il y a Dominion, certes, il y a Clank, il y a les Ruines de Nara, moi je le conseille souvent, mais Dune, c'est une pure merveille. D'ailleurs, c'est le même auteur que Clank, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est effectivement. Et c'est un jeu qui a une richesse déjà dans le jeu de base, c'est très cool. Mais en plus de ça, on va recevoir prochainement les extensions. La semaine prochaine. Et alors l'avènement d'X, c'est un indispensable. Oh oui. J'ai vraiment hâte qu'elle revienne parce que si vous ne l'avez pas, il faut absolument la Puis la deuxième extension qui est dans les tuyaux. Alors là, je donnerai pas de date, même pas une fourchette. Hein. Non. Pas de date. Mais franchement, si vous n'avez jamais joué à Dune Imperium, il faut que vous y jouez parce que c'est un des meilleurs jeux de deck building, je pense, qui existe. Un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties, on va dire, d'environ 2 heures. Vraiment, vous voyez pas le temps passer. Hein. C'est comme Twilight Inscription, vous êtes en train de jouer, putain, ça fait 4 heures qu'on joue là. Ah oui, parce que ta phase de vote, elle a duré des plombes et que tu m'as tout fracassé là sur ma navigation. C'est très drôle. Vraiment, ce genre de jeu-là, dans cet univers, vous voyez jamais le temps passer. C'est un très très bon jeu d'une Imperium. Je suis content qu'il y ait eu l'As d'or au final. Très très bon. Voilà, c'est tout. Et c'était la fin de ce Derrière le comptoir, mais on se quitte pas tout de suite. Je vous retrouve tout de suite avec le focus sur Orichalc. Salut à tous. Hello. Et bienvenue dans ce focus. Antoine est légèrement à l'écart parce que je vais essentiellement m'occuper des explications du jeu actuellement, mais il permettra de faire des plans un petit peu rapprochés. Aujourd'hui, on fait un focus sur Orichalc, un jeu de Bruno Catala et de Johan, ou Johan d'ailleurs, je ne sais pas du tout, Goupy. C'est illustré par Paul Maffaillon. Donc en tout cas, très beau travail d'illustration. Moi j'aime beaucoup. Quand on sort le matos, ça claque. C'est un jeu des Catch Up Games, donc c'est distribué par BlackRock. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, ils mettent de 12 ans. Moi j'aurais dit un peu moins, j'aurais mis 10 ans. Je trouve que c'est pas très très compliqué. Et alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, c'est des parties d'environ, on va dire, 1 heure à peu près. Je pense qu'on peut compter 10-15 minutes par joueur, en gros. C'est pas un jeu très compliqué. En gros, le but, déjà, ça va être très tendu parce que c'est une course. En fait, au-dessus de votre petit plateau personnel, vous avez des emplacements ici. Ça va être des emplacements pour 3 choses. Les orichalques, donc les médaillons qu'on a ici. Les temples qu'on a là aussi. Et on va avoir également des dieux qui vont venir chez nous en fonction des types de terrain qu'on aura placés chez nous. On va avoir un plateau aussi. Donc en plus du plateau central, on a un plateau qui est commun à tous les joueurs, qui est une sorte de rivière de cartes. Actions qui sont accompagnées à chaque fois d'une tuile, du niveau 1 on va dire à niveau 2 et 3.
Ça fait ce petit côté paire d'action fait vachement penser un peu à celui dans la nature, j'ai oublié, Cascadia, voilà, celui qui a eu le Spiel notamment. Il y a cette espèce d'aspect où on se dit ah j'ai envie de prendre la carte action pour l'action, mais est-ce que la tuile je vais pouvoir bien la placer, est-ce qu'elle m'intéresse? Ça déjà c'est très cool en termes de dilemme. C'est une course parce qu'en fait dès qu'un joueur aura 5 points de victoire à travers les médaillons, les bâtiments ou les dieux, ça met fin instantanément à la partie. Un tour de jeu, c'est relativement simple. Dès que je commence à jouer, je vais pouvoir choisir l'une des cartes qui se trouve au centre, la récupérer ainsi que sa tuile. Alors attention, il y a un coût particulier en hoplite. En fait, vous avez essentiellement 2 ressources dans le jeu. Ça va être la monnaie, c'est-à-dire les pépites d'Oricalt, qui ressemblent à des petits trucs jaunes, comme ceci. Mais Antoine nous fera des petits focus sur les ressources un peu après. Et les petits hoplites. Les hoplites servent à combattre des monstres, mais aussi à récupérer des cartes. Dans les cartes, du coup, là, si je veux en récupérer, les 2 premières sont gratuites. Après, ça va me coûter 1 hoplite, et après, ça va me coûter 2 hoplites. Il y a un petit truc que j'avais pas fait lors de la mise en place, je le fais immédiatement pour vous expliquer que quand il y a des volcans qui tombent, visibles, vous piochez dans le sac des monstres et vous les placez sur ces volcans. Ça va vous indiquer en fait que quand vous prenez cette tuile, malheureusement, il y aura un monstre dessus. Voilà. Après, malheureusement, heureusement, parce qu'il vous donne des bonus quand vous arrivez à les vaincre. Mais j'y reviendrai. Donc, première phase de jeu, c'est mon tour, je peux choisir une des tuiles. Là, par exemple, j'ai pas mal d'hoplites, donc je pourrais me dire, je peux prendre celle-ci avec un monstre ou celle-ci. Là, en fait, ce qui va essayer de m'avantager, ça va être plutôt, je dirais, celle-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je prends cette carte-là, hop, je vais prendre celle-ci, et du coup, elle est accompagnée de cette tuile-là. Voilà. Je récupère cette carte-là, c'est une carte action, que je pourrais jouer à la 3e phase. Là, ma 2e phase, elle consiste à placer cette tuile sur mon plateau. Alors, on a toujours une petite tuile de départ qui est notre tuile de départ tout simplement, où on va avoir en fait des actions de recrutement et de mine qui sont déjà programmées. Et moi, ma tuile, j'essaie de la connecter. Alors je peux la connecter sur n'importe quelle tuile tant qu'elle rentre dans mon plateau, et surtout il faut qu'elle soit adjacente à une tuile déjà posée. Là, ce que je pourrais faire par exemple, ce serait de poser ça ici. Et pourquoi c'est intéressant? Alors il y a 2 choses intéressantes, c'est que je vais pouvoir, comme j'ai constitué un ensemble de au moins 3 tuiles identiques, je vais pouvoir récupérer le dieu qui est associé à ce symbole-là. Et le dieu en question, là ici, ça va être Chronos. Hop, je te le mets ici. Et c'est là où en fait il vient se clipser sur mon plateau personnel, le plus à gauche possible évidemment. Donc là, hop, je le mettrai à gauche. Voilà. Et là, je reçois Chronos et donc le pouvoir qui lui est associé. Il est entre autres lié au combat de monstres. Autre chose intéressante, c'est que là, j'ai constitué aussi un ensemble de terrains différents. Et en fait, quand je fais 4 symboles différents, ça peut me permettre de construire un temple. Mais pour ça, il faut faire l'action construction. J'y reviendrai plus tard. Lorsque j'ai placé ma tuile, donc je répète, première phase, je prends une carte et sa tuile. La carte, je la garde. 2e phase, je place ma tuile. Et éventuellement, si j'ai fait une majorité de terrain, je récupère le dieu associé. 3e phase, qui est obligatoire, qui est facultative, pardon. Les 2 dernières est obligatoire. La 3e phase, c'est de pouvoir jouer une carte action, justement. Là, ma carte action, elle me permet de faire un recrutement d'hoplites. Donc je vais vous faire le détail des 4 actions disponibles. La première, ça va être justement le recrutement d'hoplites. Vous regardez tous les bâtiments qui vous réfèrent à ce symbole-là de recrutement. Et pour chaque bâtiment, vous gagnez un hoplite de la réserve que vous mettez dans votre réserve personnelle. L'autre action possible, ce serait la mine, qui vous permet en fait de gagner une pépite par mine dans votre territoire. L'autre action possible, ça va être de construire justement. Donc construire, ça peut permettre, donc ça renvoie à ce plateau-là, je t'envoie ici Antoine pour la vidéo. Ça vous permet de construire plusieurs choses. Soit vous voulez construire, comme je le disais, un temple. Les temples, ils sont ici. Et vous voyez, ils ont une forme un peu particulière parce qu'en fait, ils vont se positionner sur 4 tuiles, mais qui doivent être toutes différentes, sachant que les volcans, je n'en ai pas encore parlé, j'y viendrai, sont des jokers. Et donc du coup, par exemple, là, je peux poser un temple, parce qu'il recouvre bien 4 tuiles de type différent, étant donné que les volcans sont des jokers. Donc je pourrais très bien faire ça avec une action de construction. Action de construction peut permettre également d'aller acquérir des terrains un peu spéciaux, enfin des bâtiments spéciaux. Notamment, certains vont servir pour le combat, mais d'autres sont des plus classiques et peuvent servir pour le recrutement ou justement les pépites d'Oricalque. Le truc, c'est que chaque bâtiment, lorsqu'il est pioché et placé, est associé à un type de terrain. Donc si par exemple je souhaite prendre celui-ci, il faudrait que j'ai de l'eau chez moi. Or, il se trouve que je n'en ai pas, donc je ne peux pas construire ça. Par contre, avec une action de construction, je pourrais très bien construire ceci. Hop, je le prends et je le mets dans une forêt. Ça peut être là, mais ça bloque mon temple. Je le rappelle, le temple, c'est 4 terrains différents. Par contre, je peux le mettre ici. Et à ce moment-là, lors des combats, chaque 2 me vaudra un crâne. Alors justement, j'en viens à l'action de combat, à quoi ça sert. Lorsque vous récupérez des tuiles de volcan,
En admettant que j'ai récupéré cette tuile-là, mettons, hop, je récupère cette carte, hop. La tuile, je vais la poser comme ça, par exemple. Quand vous récupérez un volcan, vous récupérez également le monstre qui arrive sur le volcan. Et ça, c'est important parce que, déjà, il vous bloque l'emplacement pour que le volcan puisse être utilisé, ou du moins utilisable. Et bien du coup, il faut virer en fait le monstre. Et pour ce faire, on a le droit à une action de combat, soit par une carte, soit par une autre action gratuite, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'il y a un monstre. Pour le vaincre, je peux lancer une action de combat. Une action de combat, c'est vaincre un ou plusieurs monstres. Si je veux combattre ce monstre-là, je peux engager jusqu'à 3 hoplites, sachant que dans un combat, j'ai toujours un dé à lancer, ces petits dés rouges-là, qui ont des valeurs de 1 à 5 avec un crâne. Le crâne, c'est une réussite automatique. Et je peux ajouter à cela 0 à 3 hoplites pour vaincre celui-ci. Là, il demande ce monstre-là un 4 pour être vaincu. Mais je ne vais pas trop prendre de risques, je vais quand même dépenser un hoplite, que je vais mettre là, pour dire aux autres joueurs que j'affronte lui avec, du coup, 2 dés. Un de base, plus un hoplite, 2 dés. Je lance mes dés. Parfait. Si la valeur de mes dés est égale ou supérieure à la valeur du monstre, je gagne. En plus de ça, si je fais au moins un crâne parmi les dés, je gagne également le combat. Quand je gagne, je capture le monstre. Et s'il y a d'autres monstres, je peux enchaîner avec d'autres hoplites que je paierai, évidemment. En plus de capturer le monstre, ça me permet de gagner éventuellement un bonus. Parfois, c'est 1 pépite, 2 pépites, 3 pépites, ça peut être des bâtiments aussi. Donc là, par exemple, je gagnerai 1 pépite, tout simplement. L'intérêt de capturer plusieurs monstres, d'avoir des hoplites et des pépites, j'en reviens, c'est là tout le petit plus du jeu, quand on est bloqué sur certaines actions, c'est qu'en fait, une fois qu'on a fait son action, on l'a faite ou pas, mais une fois qu'on a fait son action principale, on peut en 4e phase se dire ok, je vais payer des hoplites ou des pépites ou des monstres que j'ai capturés pour faire une action bonus qui est associée en fait à chaque icône. Par exemple, en dépensant 2 hoplites, je peux faire une action de combat en plus, une action de construction en plus ou récupérer des pépites. Avec de l'oricalque, même chose, sauf que je ne produis pas des pépites, mais j'arrive à recruter des hoplites. Et avec les monstres, quand j'en défausse 2, je vais pouvoir faire une action bonus qui est soit le combattre, soit la construction, soit évidemment produire des pépites, soit recruter des hoplites. Et c'est ça tout l'intérêt en fait du jeu, c'est que parfois, vous allez récupérer une carte et une tuile, mais que pour l'intérêt de la tuile. L'action, vous la gardez pour plus tard, et vous dites, ok, là j'ai 2 hoplites qui ne me servent à rien, mais comme j'ai beaucoup de mines, je vais les dépenser pour en action bonus, faire du production de mines. Et du coup, je récupère avec ça de l'oricalque. L'intérêt d'avoir, enfin quand je dis l'oricalque, c'est les pépites. Quand je dis avoir des pépites d'oricalque, pourquoi en avoir autant? Parce qu'en fait, quand vous construisez, ça renvoie au plateau de construction, vous pouvez très bien payer avec une action de construction 5 pépites, et dans ce cas-là, vous récupérez un médaillon. Et le médaillon, vous le mettez ici. Donc, je renvoie ici, en fait, sur la fin de partie, c'est que vos actions, elles sont toutes entremêlées, parce qu'en fait, entre les 3 conditions de victoire qui sont liées aux dieux, aux oricalques et aux temples, d'ailleurs, les temples, je ne l'ai pas dit, hein, mais les oricalques, pardon, les médaillons d'oricalques sont recto-verso, ça vous marque une construction de temple, vous le mettez ici. Donc, sur ces 3-là, en fait, on a plusieurs moyens d'y arriver. Le temple, pour y arriver, il faut une action de construction, mais il n'y a pas besoin de pépites, il y a juste besoin d'agencer ces terrains correctement. Donc si vous êtes très bien dans le côté casse-tête, vous y allez, et là vous construisez vos temples. Il faut bien agencer quand même pour en avoir 5. Rien ne vous empêche de créer une sorte d'autosuffisance en termes de pépites, comme ça que dès que vous avez 5 pépites, bam, vous faites des actions de construction, vous allez pouvoir générer des oricalques quasiment à chaque tour. Ou alors ce que vous faites, si vous êtes un peu taquin, vous essayez de récupérer des dieux. Alors attention, les dieux on peut en avoir qu'un seul, il y a quelques bâtiments spéciaux comme l'oratoire qui permettent d'en récupérer plusieurs. L'avantage des dieux, c'est que pendant votre tour, au moment donné, vous pouvez utiliser leur capacité pour justement avoir un plus par rapport à ça. Donc c'est vraiment un jeu où, bon là, j'avoue que ça vous fait du coup beaucoup d'infos. Parce que vous dites, waouh, ça va dans tous les sens. Mais je résume un tour quand même, qui est très simple. Je récupère une carte avec une tuile. Je place ma tuile. Ma carte action, je peux l'utiliser, je ne suis pas obligé. Ensuite, je peux faire une action, on va dire bonus, en payant le coût indiqué. Et c'est tout. Et après, c'est au tour d'après. C'est au joueur juste après. Une fois qu'on a tous joué, bah, du coup, on va réinitialiser en gros le marché par rapport aux cartes qui ont été défaussées si on doit refaire la pioche. On va réinitialiser aussi tout ce qui est bâtiments qui ont été achetés durant cette manche-là. Et ensuite, le joueur qui a le plus d'hoplites va va devenir le nouveau premier joueur. Et le joueur qui est à sa gauche va gagner un hoplite supplémentaire. Je pense que j'ai à peu près tout dit. J'ai vraiment essayé de rentrer quand même un peu dans le détail parce que c'est un jeu qui, au final, a beaucoup de subtilité dans le choix ici des actions et des tuiles, dans les petites actions supplémentaires qui sont pas négligeables parce qu'en fait, ça vous donne vraiment des bonus et ça vous donne un avantage sur le fait que les joueurs, s'ils font pas trop les actions bonus ici, ils seront contraints par le marché qui va un peu vous restreindre dans le choix.
Voilà, ben, j'espère que ce petit focus vous a plu. Moi, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.